La dopamine, maintenant, je pense qu'on en parle souvent tous les jours. En fait, c'est quand on fait une tâche dont on retire beaucoup de plaisir, qui répond à une certaine motivation, on vulgarise en disant que c'est une tâche qui nous donne beaucoup de dopamine. Donc, par exemple, scroller sur TikTok, répondre à des notifications, regarder une série. Si on compare ça au fait, par exemple, de lire, d'écrire ou de répondre à des emails, le contraste est énorme dans le plaisir qu'on a dans cette tâche. Et donc l'idée, c'est d'un peu de faire une diète de dopamine, si je peux le vulgariser en quelque sorte ainsi. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de Simp, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez Simp, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Bienvenue dans ce deuxième épisode avec le Dr Ubeke. Donc, docteur en psychologie, Jurgo est déjà venu dans un des premiers épisodes de la chaîne pour nous parler de ses recherches sur la rumination. Donc, la dernière fois, nous avons exploré comment le fait de ruminer sur le passé peut impacter notre bien-être mental. Mais cette fois, nous allons voir comment les ruminations peuvent aussi concerner l'avenir et générer de l'anxiété et nous enfermer dans un des cercles vicieux de la procrastination. Jurgo nous parlera de cette technique pour briser ce cercle et améliorer sa productivité. Bonjour Jurgo, Dr Ubeke. Merci de revenir parmi nous dans ce podcast. Merci deuxième épisode. Oui, je trouvais ça intéressant de te inviter ici plus ou moins un peu moins d'un an après ton dernier passage où tu venais de terminer tes recherches sur la procrastination. Tu avais rendu ta thèse sur le sujet. Et depuis, tu m'as dit que tu te concentrais maintenant sur le développement d'une application plutôt liée à la productivité et du coup que tu t'intéresses fortement aussi à la procrastination. Effectivement. Donc voilà, je crois que c'est un sujet aussi très intéressant, tout aussi intéressant que les ruminations et qui est fortement lié à ça. On en parlait pas mal hors antenne. Donc je voulais peut-être, avant qu'on plonge dans le sujet de la productivité et procrastination, que tu nous réexpliques peut-être un petit peu, un bref récap de ce qu'est la rumination. Bien sûr. Alors les ruminations, ce sont des pensées répétitives négatives à propos d'émotions, sentiments ou d'événements passés, ainsi que leurs causes et conséquences. Et donc c'est quelque chose de très normal de ruminer, c'est quelque chose qu'on fait tous, mais les problèmes surviennent quand on fait ça de manière excessive. Et on avait aussi vu dans l'épisode que en fait, c'est causé principalement par deux facteurs. Tout d'abord, des écarts entre une situation désirée et une situation une situation désirée et la réalité. Donc par exemple, si je me suis disputé avec quelqu'un qui compte pour moi, peut-être que la dispute s'est pas passée comme j'aurais voulu qu'elle se passe. Donc peut-être qu'on n'a pas trouvé un terrain d'entente à la fin, peut-être qu'il y a des choses qui sont dites qu'on aurait aimé ne pas dire. Et donc on va ruminer par rapport à cette situation parce que y a un écart entre comment elle s'est passée et comment on aurait voulu qu'elle se passe. Et donc la fonction des ruminations, c'est d'amener notre attention sur cet écart, sur le fait qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme on le voudrait. Le problème des ruminations, c'est qu'elles ne vont pas résoudre cet écart. On ne peut pas revenir dans le passé et effacer cet écart, rejouer la scène et faire que tout se passe bien. Et donc, c'est pour ça que les ruminations deviennent répétitives, c'est que si on ne fait que penser à la situation, rien ne va changer et on peut y penser autant qu'on veut. Ouais. C'est là qu'il faut alors utiliser d'autres stratégies de régulation des émotions. C'est que dans le premier épisode, on associe souvent le fait de ruminer à des événements passés, mais est-ce qu'on peut aussi ruminer sur des événements futurs ? Oui, tout à fait. Donc là, on va parler plus d'inquiétude. Donc avec les ruminations, c'est plutôt des pensées répétitives avec des écarts qui se sont déroulés dans le passé ou dans le présent. Les inquiétudes, du coup, ça va être par rapport à des situations futures. Et on peut se dire, la situation ne s'est pas encore passée, où est l'écart ? Mais en fait, on va s'inquiéter d'une situation future si on pense qu'elle ne va pas se dérouler comme on aimerait qu'elle se déroule. On pense qu'on n'est pas capable de gérer la situation telle qu'on l'imagine. Il y a de l'incertitude par rapport à la situation. Et donc, il y a une incertitude, il y a un écart entre comment on voudrait que la situation se passe et comment on imagine qu'elle se passe. Si on imaginait qu'elle se passe comme on voudrait, mais on ne s'inquiéterait pas. Oui, et c'est un peu ma question, c'est à partir de quel moment est-ce que cette anticipation qui s'inscrit dans le même phénomène que la rumination, qui a un but en fait de te pousser à t'approcher de la situation réelle, à quel moment est-ce que cette anticipation se transforme beaucoup plutôt en anxiété qu'en un événement utile à avancer ?
Mais c'est quand il va vraiment y avoir de la détresse qui est associée aux pensées, aux inquiétudes. Et c'est pour ça qu'on peut par exemple distinguer la planification des inquiétudes, tandis que la planification, généralement, on va faire on va avoir un train de pensée de A à Z et il va y avoir une fin. Les inquiétudes, elles peuvent continuer indéfiniment. On va jamais résoudre l'incertitude. On va jamais avoir une certitude sur comment la situation va se dérouler. Si on se sent incapable, on ne sait pas de manière instantanée qu'on va changer ce sentiment. Et donc ça, c'est une différence principale, c'est que vraiment, les inquiétudes vont générer de l'anxiété parce qu'il y a ce sentiment d'incertitude, de manque de contrôle par rapport à une situation imaginée future. En quoi est-ce que cette anxiété liée à une anticipation future peut nous pousser vers le chemin de la procrastination? Alors oui, très bonne question. Ça va nous pousser vers la procrastination parce que l'anxiété ou d'autres émotions, hein, on procrastine pas que parce qu'on est anxieux, on peut aussi procrastiner parce qu'on a du ressentiment, de la colère, de la frustration, on est peut-être dans un état de déprime ou autre. Mais c'est en fait toutes ces émotions, c'est des émotions négatives qu'on peut ressentir en réponse à une tâche qu'on va dire aversive, une tâche qu'on ne veut pas faire et qui suscite toutes ces émotions négatives. Et donc on est dans une sensation d'inconfort et on va vouloir essayer au plus vite de se débarrasser de cette sensation d'inconfort. Et la procrastination est une super solution pour ça. Elle est très efficace. On va se dire, je fais ça plus tard, pas maintenant. On a tout de suite un sentiment de soulagement et on passe à autre chose juste au moment où on doit refaire cette tâche et les mêmes émotions reviennent. Mais du coup, ça peut facilement se transformer un peu en un automatisme. Exactement. La procrastination un peu chronique, ça devient automatique. Comme les ruminations, comme les pensées, etc., ça peut se transformer en habitude parce qu'il y a à nouveau, comme on sait très bien en psycho, comme je l'avais expliqué avant, ici le stimulus, ça va être la tâche ou une situation aversive, il y a des émotions négatives. On va répondre à ces émotions négatives en procrastinant. Qu'est-ce que la procrastination fait ? Elle réduit notre inconfort, on se sent mieux. Le fait qu'on se sent mieux va nous donner, donne des indications au cerveau que ça renforce cette réponse au stimuli, et donc on va répéter ce comportement dans le futur. Et plus on le fait, plus le lien entre le stimuli et la réponse est fort. Et plus ça devient automatique et même on fait sans même y penser. Ouais, du coup, ça peut nous soulager. Mais il y a un moment aussi où ça nous bloque un peu cet automatisme de repousser à chaque fois la tâche. Quel est pour toi un peu quels sont les mécanismes cognitifs et émotionnels qui sont derrière cette anxiété et qui en fait vont finir par te bloquer in fine? Oui, donc là, comme tu le sous-entends très bien, c'est la procrastination, elle est problématique. Et en recherche, on voit qu'elle est liée à... Donc plus on procrastine, moins on va avoir d'accomplissement réel dans la vie de tous les jours, plus bas va être notre estime de soi. On va aussi avoir plus d'émotions négatives et ça affecte aussi notre santé parce qu'on va postposer des comportements, par exemple le fait de manger bien, de bien dormir, de faire du sport, ou par exemple on va procrastiner sur le fait de prendre rendez-vous chez le dentiste. Et donc ce qui va augmenter la probabilité de procrastiner, c'est par exemple tout un tas de pensées, comme le fait de surestimer ou sous-estimer les conséquences positives à long terme, et on va penser qu'aux conséquences positives à court terme de reporter ces tâches. On n'imagine pas les conséquences futures. On va aussi peut-être sous-estimer ou surestimer le temps que va prendre une tâche. Et par exemple, si on a 1 mois pour faire une tâche et qu'on sous-estime le temps qu'elle va prendre, on peut se dire j'ai tout le temps du monde, je vais la faire dans 3 semaines, pas de souci. Et puis on se retrouve face à la tâche, on se dit en fait elle est beaucoup trop compliquée, je me suis un peu voilé la face. Et pareil, si on surestime le temps que va prendre une tâche, on en fait toute une montagne. Par exemple, si je pense que nettoyer la salle de bain va prendre 3 heures, mais bien sûr que j'ai pas envie de nettoyer la salle de bain. Et alors que peut-être que si je m'y mets, c'est fait en une demi-heure. Quoi d'autre ? On peut aussi s'auto-saboter pour préserver son estime de soi. C'est-à-dire que la procrastination va alors venir remplir un besoin qui est de bien se sentir à propos de soi-même. Et par exemple, je connaissais quelqu'un qui procrastinait par rapport au fait d'étudier pour ses examens. Et en parlant un peu avec elle, on s'est rendu compte que si elle n'étudie pas pour ses examens, si elle rate alors son examen, mais
elle peut se dire que c'est parce qu'elle n'a pas étudié, pas parce que ses études lui correspondent pas ou parce qu'elle n'est pas assez intelligente. Mais si elle ne procrastinait pas et qu'elle étudiait et qu'alors malgré tout son anxiété se révélait être vraie et elle rate son examen, mais là peut-être qu'elle serait blessée dans son estime de soi. Et enfin, s'il y a tout un tas de pensées irrationnelles qui sont par exemple liées au perfectionnisme, qui va être par exemple de se dire que je ne peux pas faire d'erreur dans mon devoir. Il faut vraiment que soit je fais pas la tâche, soit il faut que la tâche soit faite de manière parfaite. Tout ça, en fait, ça va rendre la tâche soit impossible à réaliser, et donc on n'a pas envie de commencer une tâche qui nous paraît impossible, soit elle va créer beaucoup d'anxiété et de frustration. Et je pense une dernière chose aussi, c'est tout simplement un manque de clarté sur en quoi consiste la tâche. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux alors clarifier exactement ce qu'il faut faire, parce que sinon on a une anxiété par rapport à une tâche diffuse. Et tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, c'est normal d'avoir cette incertitude, du coup, d'avoir de l'anxiété. Et il suffit alors de séparer en petites tâches la grosse tâche, le projet, et se mettre en route. Et du coup, est-ce qu'on a un petit peu en tant qu'être humain ce besoin de s'imaginer le pire scénario, parce que dans les mécanismes que tu expliquais, c'est souvent lié au fait que ça ne va pas bien se passer. Donc déjà, de base, tu anticipes les pires scénarios. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inhérent à l'être humain, ou est-ce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre? Je pense donc c'est des biais cognitifs qu'on a tous, mais ça on va les avoir à des différents niveaux en fonction de notre expérience, etc. Mais c'est à nouveau c'est utile par le passé. C'est bien de prévoir le pire pour s'y préparer. Mais dans le monde actuel, on s'inquiète aussi parfois pour beaucoup de choses de manière exagérée, ou sur des choses sur lesquelles on n'a de toute façon pas de contrôle. Et du coup, comment est-ce qu'on... où se trouve un petit peu la limite entre, d'un côté, l'incertitude, on doit tous faire face à de l'incertitude toujours, et comment est-ce qu'on prévoit cette incertitude, mais sans basculer dans l'anxiété. J'ai l'impression que la limite est un peu fine. Pour toi, qu'est-ce qui va faire qu'on passe d'un côté ou de l'autre de cette limite? Alors, il y a une façon très simple, ou en tout cas plutôt catégorique, de définir la procrastination. C'est un comportement où on va retarder à plus tard une tâche de manière volontaire, et alors que ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va procrastiner, on dit que c'est de la procrastination quand on n'agit pas, alors que rien ne nous empêche d'agir, sauf nous-mêmes, et alors que le fait de ne pas agir a des conséquences négatives. Donc là, c'est vraiment de la procrastination. Si par exemple, on est obligé de remettre à plus tard une tâche alors que c'est en dehors de notre contrôle, par exemple une maman ou son fils tombe malade alors qu'elle avait prévu de travailler le matin même, mais on ne va pas dire qu'elle procrastine sur le fait de travailler, non, il y a une vraie urgence qui lui demande d'aller chez le docteur. Pareil, parfois, il faut retarder le fait de se mettre en action sur une tâche parce qu'on ne sait tout simplement pas faire la tâche. Et là, il s'agit de, du coup, apprendre, peut-être demander de l'aide à gauche, à droite avant de s'y mettre. Et là, à nouveau, c'est utile de retarder la tâche. Et par rapport à l'incertitude, quand on va s'inquiéter par rapport au futur et qu'il y a des incertitudes, on est tous différents par rapport à quel niveau d'incertitude on peut tolérer. Moins on va être tolérant à l'incertitude, plus on va avoir des inquiétudes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? C'est parce qu'on veut regagner le contrôle. On déteste ce sentiment d'inconfort de ne pas savoir ce qui va se passer. Et on s'inquiète pour essayer de trouver tous les scénarios, se sentir préparé à toutes les éventualités. Mais comme un ami me donnait l'exemple très concret de la peur de l'avion, quand on a peur dans l'avion, on peut s'inquiéter. Et les pensées vont jamais s'arrêter. On peut imaginer tous les différents scénarios. On peut devenir très créatif par rapport à ça. Et alors là, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de se rendre compte qu'en fait, dans cette situation-là, on n'a aucun contrôle. Et alors, il faut pratiquer d'autres stratégies de régulation des émotions, comme se distraire ou accepter ses émotions, faire la place pour elles et les gérer. C'est ça. Mais donc, du coup, quand l'incertitude devient un petit peu anxiété, c'est à ce moment-là, j'ai l'impression, où tu as un peu ce cercle vicieux de la procrastination
qui commence à se créer. Quel est le lien? Pourquoi est-ce qu'à un moment, en fait, tu vas prendre tu vas prendre la stratégie de procrastiner parce que l'incertitude t'a rendu anxieux? Mais donc, par exemple, on va avoir de l'incertitude par rapport à une tâche, on va avoir l'anxiété sur comment la faire, ou on va avoir l'anxiété par rapport au fait que peut-être qu'on va pas la faire bien et on va pas répondre à nos propres standards. Et donc, face à cet inconfort, on va vouloir l'éviter. Et donc là, on va adopter la stratégie de procrastiner. Le problème avec l'évitement, et ça vaut pour d'autres problèmes en psycho aussi, quand on va par exemple consommer de l'alcool pour éviter certaines émotions, mais c'est que c'est une solution temporaire à court terme. Et donc, la cause même de notre inconfort n'est pas résolue. Et donc, ça peut même entretenir la peur de ce qu'on évite. Donc, par exemple, si on a procrastiné sur une tâche spécifique, le fait de l'éviter peut même augmenter notre anxiété future par rapport à cette tâche. Ce qui va augmenter notre probabilité de procrastiner. Le fait de procrastiner peut en plus nous mettre dans une situation plus inconfortable. Par exemple, si c'est un devoir pour lequel j'avais une semaine, si je le reporte à demain, le lendemain, j'ai encore moins de temps pour le faire. Je me dis que c'est encore plus impossible. Et donc là, l'anxiété augmente au fur et à mesure qu'on procrastine davantage et que la deadline se rapproche. Donc tu as la procrastination qui est une façon de réagir un peu à cette anxiété. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes pour faire de réponse par rapport à ça? Oui, donc la procrastination, oui, c'est une façon de répondre à cet inconfort. Et pour juste concrétiser un peu plus ce qu'est cet inconfort, c'est en fait, on peut ressentir ce qu'on appelle en psycho une dissonance cognitive. Donc par exemple, si on s'est dit qu'on allait faire cette tâche, par exemple si on s'est dit qu'on allait courir ce matin, mais qu'on procrastine là-dessus, on va avoir un écart entre ce qu'on voulait faire et ce qu'on fait exactement. Il y a un écart entre nos actions et nos croyances, nos buts. Et il va y avoir une dissonance cognitive. Et on a plusieurs façons, en tant qu'humain, de réagir à cette dissonance, de faire qu'on se sente mieux. Et l'humain, il veut économiser son énergie, donc il va essayer de chercher d'abord les stratégies les plus simples. Ça peut être, par exemple, la distraction. On va tout simplement faire une autre activité pour oublier le fait qu'on n'a pas agi comme en accord avec nos valeurs ou nos croyances. On peut aussi essayer d'oublier cet épisode, soit de manière passive, soit activement éviter d'y penser. On peut aussi essayer de minimiser la situation. Donc par exemple, si j'ai procrastiné sur le fait d'étudier, alors même que ces études sont importantes pour moi, peut-être qu'en fait je peux minimiser l'importance de ces études et donc procrastiner devient moins problématique. Minimiser, on peut relativiser aussi, dire que j'ai procrastiné aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y a encore 3 semaines avant la deadline, et hop, tout à coup on se sent mieux, il y a moins de dissonance. On peut aussi nier notre responsabilité. Peut-être qu'on peut se dire que hier soir, quelqu'un a fait du bruit jusqu'à pas d'heure, on a mal dormi, et donc c'est pas grave si je travaille pas aujourd'hui, c'est pas ma faute, je suis juste fatigué, je vais me reposer et je travaillerai là-dessus plus tard. Donc il y a aussi le fait, on peut chercher à s'auto-affirmer. Donc c'est-à-dire qu'on peut se rassurer en se disant ok, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai pas agi en accord avec mes buts ou mes valeurs ou mes croyances, mais j'ai quand même ces côtés positifs là, et du coup on se réaffirme en tant que personne, comme notre intégrité. Et enfin, la dernière façon dont on peut réagir à une dissonance, c'est de changer notre comportement. Donc avant, on a vu, on peut changer nos croyances, minimiser par exemple l'importance de nos études, on peut éviter le fait d'y penser. Mais la dernière façon de changer la dissonance, c'est de changer nos comportements pour qu'ils reviennent en accord avec nos valeurs, nos croyances, etc. Mais ces dernières stratégies, c'est celle qui nous demande le plus d'efforts. Et c'est pour ça que c'est pas celle qui nous vient naturellement. Oui, c'est pour ça qu'on va plus aller vers la procrastination. Mais la procrastination, ça a un effet. Est-ce qu'on sait un petit peu quel est l'impact négatif que ça peut avoir, notamment sur la santé mentale? On avait parlé de l'impact de la rumination sur la santé mentale. Ici, au niveau de la procrastination aussi, comment est-ce qu'on mesure un petit peu l'impact de la procrastination? Mais il va y avoir des impacts directs et indirects. Généralement, l'impact direct, c'est que bien qu'à court terme, on le fait pour se sentir mieux, malgré tout, il va y avoir de la culpabilité. Donc, alors même qu'on procrastine en espérant de se sentir mieux, mais tout de suite après, on peut ressentir de la culpabilité, on peut avoir une moins bonne estime de soi parce qu'on va se mettre le label de procrastinateur. C'est négatif, on peut être autocritique. Et là, on peut du coup ruminer sur le fait qu'on procrastine. Donc ça, c'est plutôt les effets directs.
à long terme, ça peut entretenir du stress. On se met toujours dans des situations du coup inconfortables où on a moins de temps pour bien faire notre travail. On va avoir plus de stress, on va aussi moins bien faire notre travail, ce qui va impacter négativement notre estime de soi, notre confiance en soi. Et donc c'est vraiment c'est des petits comportements, mais qui au long terme peuvent vraiment avoir un effet boule de neige et entretenir une mauvaise estime de soi, enfin une estime de soi négative, des ruminations et aussi avec le stress qui s'accumule, impacter notre immunité. Donc une question que je pense que pas mal de personnes se posent depuis le début de l'émission, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour pallier à la procrastination? Peut-être revenir sur certaines causes concrètes de la procrastination et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à chacune de ces causes? Alors c'est une très bonne question. La réponse à ça, elle peut être très large et je peux aborder différents aspects. Il y a d'abord, mais l'important c'est de conscientiser le fait qu'on procrastine. Savoir soi-même, par exemple, se faire une liste des tâches pour lesquelles typiquement on va procrastiner, pour qu'on soit prêt à anticiper en quelque sorte et puis mettre en place les stratégies dont je vais parler. Ouais. On peut aborder ça sous le plan émotionnel. Donc, on a vu qu'on procrastine pour éviter de l'inconfort, une émotion négative. On peut pratiquer le fait justement d'accepter, accueillir le fait qu'on se sent mal et au lieu de céder à l'impulsion de se débarrasser de cet inconfort, essayer plutôt de passer outre et de se dire que je ne dois pas avoir envie de faire la tâche pour pouvoir la faire. En gros, apprendre à dissocier notre état, comment on se sent et notre capacité à agir. Et pour nous aider avec ça, on peut aussi faire appel à d'autres émotions. Donc par exemple, si on a de l'inconfort ou de l'anxiété par rapport à une tâche, on peut essayer de rappeler à notre attention pourquoi on veut faire cette tâche, pourquoi elle est importante, quelles conséquences positives au long terme aura le fait de faire cette tâche maintenant, comment elle est en lien avec nos valeurs. On peut aussi faire appel à notre curiosité, notre intérêt, le désir de réussir. Et donc tout ça, ça peut nous mettre déjà à changer notre état émotionnel. Il y a aussi le fait sur le plan cognitif, on peut aussi essayer de capturer donc toutes les pensées irrationnelles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Par exemple, si on a des standards trop élevés, il faut essayer de les nuancer. Et tout ça, évidemment, je le dis de manière très rapide, toutes ces stratégies, mais c'est par exemple un travail qu'on peut réaliser avec un psychologue. Un psychologue peut nous aider à moins procrastiner et à travailler sur ces distorsions cognitives, etc. Pour revenir sur la première chose que tu as dit, déjà d'identifier les moments où on procrastine. Comment est-ce qu'on fait déjà pour différencier une procrastination problématique de juste attendre le bon moment pour faire quelque chose? Par exemple, on discutait un petit peu tout à l'heure qu'il est parfois intéressant justement de mettre certains temps d'attente avant de réaliser quelque chose. Je sais pas, imagine tu envoies un mail important ou tu réponds à quelque chose d'urgent, mais parfois ça vaut la peine de dormir un coup dessus avant de l'envoyer ou avant de le faire pour laisser place à un autre type de réflexion. Comment est-ce qu'on identifie la différence entre juste attendre le bon moment et la procrastination problématique? Alors, il faut essayer de pas se mentir à soi-même, parce que du coup, avec les exemples que tu donnes, mais parfois ça peut être on va se mentir à soi-même. Et par exemple, dans le cas de l'email, il faut se dire que si je le reporte, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va changer potentiellement la conséquence d'envoyer cet email? Mais par exemple, si je procrastine sur le fait d'aller courir alors qu'il pleut, je me dis il pleut, j'ai pas envie d'aller courir. On va avoir tendance à dire demain, je reporte ça à demain. Demain, je serai dans de meilleures dispositions pour courir. Et généralement, demain, on n'est pas dans de meilleures dispositions. C'est parce qu'en fait, on a en tant qu'humain cette tendance à prédire nos états futurs, mais à complètement se tromper. Et pour éviter ça, on peut essayer de s'imaginer, au lieu de reporter ça dans le futur, imaginer que le futur se passe maintenant. Si je devais aller courir maintenant, est-ce que j'en aurais envie ? Probablement que non. Ok, alors ça sert à rien de reporter au lendemain, mais c'est un peu difficile à mettre en place cette stratégie. Donc l'autre stratégie, pour éviter de se mentir à soi-même en disant je le ferai demain, c'est de se dire que on aura toujours tort quand on essaie de prédire qu'on aura envie de le faire demain. C'est de se dire, de se rendre compte qu'on se dit ça
et de se dire stop, c'est pas vrai, je sais que demain j'en aurai pas envie, et alors là d'adopter d'autres stratégies pour le faire maintenant, comme essayer de changer son état émotionnel, mettre de la bonne musique pour être un peu plus positif, faire appel à notre curiosité, se dire comment ces tâches, en fait, c'est une étape pour atteindre nos buts. Se dire aussi plutôt que parfois on a cette voix intérieure, l'enfant qui se plaint, oh, j'ai pas envie de faire cette tâche, dire qu'on va pas écouter cette voix et plutôt imaginer un personnage dans notre tête qui est le héros de la journée, qui va relever le défi de faire cette tâche. Et où il y a d'autres stratégies plus concrètes, comme le fait d'essayer de mettre un minuteur de 5 minutes et se dire ok, je vais travailler juste pour 5 minutes sur cette tâche, et comme ça on réduit un peu nos standards. Je sais pas si du coup j'ai répondu à ta question. Oui, un petit peu. Mais c'était par rapport au fait de distinguer aussi quand on procrastine et de quand c'est utile, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, tu es arrivé déjà dans certaines solutions pour pallier à ça. Mais là, donc on a parlé du fait de se rendre compte qu'en fait, ça n'apportera rien de postposer. Voilà, en fait, c'est là que se trouve la vraie différence, quoi. Est-ce que ça peut apporter quelque chose de bénéfique de postposer, ou est-ce que c'est juste postposer pour postposer? C'est vraiment, est-ce que c'est utile ou inutile de retarder ce comportement? Et est-ce qu'il y a des conséquences négatives au fait de retarder ce comportement? Est-ce que ça vaut la peine de retarder le fait de prendre rendez-vous chez le dentiste? Est-ce que je prendrais mieux rendez-vous demain que maintenant? Probablement que maintenant. Tu m'avais parlé de quelque chose qui je trouve aide vraiment à prendre conscience, en fait, qu'on est dans la procrastination, ou aider à plus facilement comprendre notre état, en parlant de ce gap de production de dopamine. Moi, quand tu m'en parles, ça m'aide en fait à beaucoup plus facilement visualiser autour de moi ce qui se passe, ou certains états où en un coup j'ai plus trop envie de faire des tâches qui m'amusent, moi. Oui, alors la question de la dopamine, maintenant, je pense qu'on en parle souvent tous les jours. En fait, c'est quand on fait une tâche dont on retire beaucoup de plaisir, ou qui répond à une certaine motivation, on vulgarise en disant que c'est une tâche qui nous donne beaucoup de dopamine. Donc, par exemple, scroller sur TikTok, répondre à des notifications, regarder une série. Si on compare ça au fait, par exemple, de lire, d'écrire ou de répondre à des emails, mais le contraste est énorme dans le plaisir qu'on a dans cette tâche. Et donc l'idée, c'est d'un peu de faire une diète de dopamine, si je peux le vulgariser en quelque sorte ainsi, en faisant attention à la dopamine je continue la métaphore, mais qu'on mange au cours de la journée. C'est-à-dire que si vous commencez la journée en regardant TikTok, Instagram, en répondant à plein de messages, en plus de bonnes nouvelles de potes, etc. Si vous mangez sucré, si vous regardez une série qui vous fait rire, vous avez beaucoup de plaisir, mais après le contraste va être énorme par rapport au travail que vous allez devoir réaliser. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'on va postposer ces activités plaisantes, cette dopamine, pour plus tard dans la journée. Et comme ça, et c'est vraiment... on peut très vite constater la différence. Si on reporte à plus tard toutes ces activités plaisantes, on va avoir beaucoup plus facile à se mettre en route, parce qu'il y aura moins cet effet de contraste face à des tâches plus chiantes. Et du coup, tu parlais aussi de l'importance de surveiller ce qu'on fait pendant ces pauses, que justement ce que tu fais pendant tes pauses est super important, parce que c'est important de prendre des pauses. On a vu... on a fait un épisode justement avec une neuropsychologue sur tout ce qui était TDAH. Il parlait aussi de l'importance d'avoir un chrono, de monitorer le temps à passer, à faire des tâches, justement, parce que sinon tu as vite 3 heures qui peuvent être passées. Oui, on parlait aussi du temps. Et elle parlait du coup de l'intérêt de prendre des pauses, parce qu'on n'est pas supposé savoir se concentrer plus de 50 minutes ou plus de 25 minutes d'affilée, donc de prendre des pauses. Mais du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi pendant ces pauses. Exactement. Parce que si on fait par exemple une activité très plaisante pendant notre pause, après, on va avoir du mal à s'y remettre, parce qu'il y a de nouveau ce contraste entre l'activité plaisante et le plaisir qu'on retire de cette tâche qui paraît du coup en contraste beaucoup plus ennuyante. Et donc l'idée, c'est, ça peut paraître horrible, mais c'est de faire des activités calmes pendant nos pauses. Marcher, faire du sport,
se faire un thé. Par exemple aussi, après un bon repas ou après une longue journée, peut-être qu'on va se sentir un peu fatigué. Et face à cet inconfort, on va vouloir changer notre humeur en regardant une série qui nous fait plaisir avant de se remettre au travail. Le problème, c'est que ce qu'on devrait faire plutôt, c'est quelque chose de calme, nous reposer avant de se remettre à travailler. Oui, de nouveau, pour qu'il n'y ait pas cet écart. C'est vrai que moi, je le remarque, par exemple, je sais pas si je suis dans une réunion d'un sujet super important et qui se passe bien, ou que je reçois une super bonne nouvelle, si peut être toujours lié au boulot. Après, je remarque que souvent, je me surprends en train de ne pas avoir, d'avoir du mal à me remettre à travailler, alors que normalement, voilà, j'ai la chance de pas être quelqu'un qui procrastine beaucoup. C'est quelque chose. Voilà, je pense que c'est peut-être lié du coup à l'épisode précédent. On parle du TDAH où on m'a dit que je serais potentiellement TDAH, mais du coup moi je me suis forcé à fort me cadrer au niveau de la gestion de mon temps, la gestion de mes et on va parler de tout cet aspect-là après, mais du coup je mets beaucoup de choses en place qui font que voilà, je n'ai pas du tout de mal personnellement avec la procrastination, mais je remarque que lorsque j'ai vraiment un shot de dopamine dû à une bonne nouvelle, à quelque chose qui se passe bien, un rendez-vous, tu vois, quand tu dois aller, pour l'exemple le plus parlant, c'est quand tu vas à un examen et puis tu sors de ton examen, ça s'est bien passé, c'est très compliqué de se remettre après au boulot, parce que du coup, de nouveau, ce gap. Ouais, c'est marrant quand tu m'as expliqué cette notion de gap, de dopamine, de faire quelque chose moins plaisant après une bonne nouvelle, bah, c'est plus dur parce que voilà, ton corps il vient de recevoir quelque chose de positif et c'est plus compliqué de se remettre à quelque chose de moins gai. Donc, quand tu as parlé de ça a été super illustratif pour moi, et c'est marrant parce que tout à l'heure, on a vécu ça en live. On était ici donc au bureau. Et une des collègues a reçu une bonne nouvelle, et on l'a surprise du coup après à s'asseoir dans une chaise à papoter, à plus du tout faire attention, et puis elle s'est rendue compte qu'en fait elle avait vraiment quelque chose d'important à faire, et elle s'y est remise, mais on a vraiment senti ce gap de dopamine en train de s'opérer devant nos yeux. Donc, oui, ces deux expériences illustrent bien que c'est quelque chose qui est un peu en dehors de notre contrôle. Ton expérience personnelle illustre bien que tu as toutes tes stratégies en place pour bien travailler. Ce sur quoi tu travailles n'est pas aversif, donc tu n'as pas d'inconfort quand tu te mets à travailler peut-être certaines tâches, mais tu as remarqué qu'en faisant ces tâches, ton estime de soi est valorisée, t'atteins tes objectifs, etc. Et malgré toutes ces routines et ces habitudes, il suffit quand même que tu aies un shot de dopamine imprévu pour que tu ressentes la conséquence après sur ta motivation à te mettre en route. Exactement. Et donc du coup maintenant c'est aussi la partie plutôt liée à la productivité. Maintenant on a parlé de la procrastination, qui est en fait un peu un frein à la productivité. En tout cas, la définition qu'on en donne, c'est de peut-être définis. Voilà, ça va être une bonne question. Définis-nous. Pour toi, c'est quoi la définition de la productivité? Je pense, je m'attendais pas à celle-là, mais je pense qu'on peut la définir simplement par le fait de pouvoir faire ce qu'on prévoit de faire. Et alors, après, on peut ajouter l'aspect de quantité aussi dans la productivité, on peut plus ou moins productif. Mais je pense que la base, c'est de pouvoir faire ce qu'on prévoit de faire. Et donc, pour passer de la procrastination à la productivité, il y a les aspects émotionnels que j'ai abordés un peu plus tôt. Mais il y a aussi toutes les compétences en fait très pratiques qu'on peut mettre en place et apprendre. Il y a la gestion du temps, comment s'organiser, utiliser des outils extérieurs pour gérer sa to-do list pour qu'on ait un peu une charge mentale moindre. Aussi différencier la planification de nos activités de l'exécution de nos activités. C'est pas pour rien que dans les grosses entreprises, pour les gros projets, il y a ceux qui planifient et il y a ceux qui font. C'est parce qu'essayer de faire les deux en même temps, c'est anxiogène, c'est compliqué. Par exemple, même pour moi, lors de ma thèse, lors de l'écriture, je procrastinais beaucoup plus quand j'essayais à la fois d'écrire, donc c'est-à-dire de poser mes idées sur le papier, et à la fois de juger ce que j'écrivais, donc être l'éditeur de mes propres textes. Si je fais ça en même temps, je suis à la fois producteur, créateur et à la fois juge. Ouais, casseur, quoi. Donc tu t'auto-casses pendant le processus de production. Et c'est horrible, et du coup ça bloque
c'est aversif, on a envie de procrastiner, tandis que si on s'autorise à juste poser nos idées sur le papier, et puis plus tard revenir et être dans le mode juge, séparer ces deux activités, ça se passe beaucoup mieux. Et pareil pour la productivité, la vie de tous les jours. Quand la veille, par exemple, on planifie le lendemain on se réveille, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et là, ce qu'on va mettre déjà. Ce qu'on va mettre, par exemple, avec le cliché de Mark Zuckerberg qui porte toujours la même chose. Ouais, moi, personnellement, quand je le fais, je dis pas que je le fais tous les jours, mais quand je le fais, ça simplifie. Il y a moins de friction à démarrer ma journée. Voilà, exactement. Et c'est ça. Ouais. Et tu étends ça à la to-do list. C'est pareil, si tu fais ta to-do list le veille versus le jour même, genre, t'arrives le jour même à ton bureau et tu dis qu'est-ce que je vais faire maintenant, ça va être beaucoup plus inconfortable. Tu dois déjà surmonter plus d'inconfort que si tu avais prévu ta to-do list la veille. Et donc, c'est un peu là l'idée aussi que, peut-être qu'on va en parler, mais donc dans mon application, on peut essayer de s'imaginer comme son propre Sims. Il y a un moment où on se donne des instructions et puis il y a un moment où on suit ces instructions. Ouais, c'est ça, c'est de venir séparer un peu le moment où tu planifies et le moment où tu exécutes. Donc le matin, tu planifies pas comment tu vas t'habiller et tu t'habilles. Tu planifies à un autre moment comment tu vas t'habiller et le matin, tu t'habilles juste comme ça a été décidé avant, quoi. On va revenir du coup à l'application juste après. Mais pour revenir au premier point que tu as dit, un des premiers piliers un peu de la productivité, ou du passage de productivité, enfin de procrastination à productivité, c'est la gestion du temps. Quelles sont pour toi les 3 grosses erreurs qu'on va faire dans la gestion du temps, les 3 grandes choses qu'on fait qui rendent la gestion du temps compliquée? C'est déjà l'erreur de surestimer ou sous-estimer le temps que prennent les choses. Et ça, on peut tout simplement faire l'exercice de mesurer le temps que prennent nos tâches, par exemple pendant une semaine. Et alors, la conséquence de surestimer ou de sous-estimer nos tâches, c'est qu'on va mettre beaucoup trop sur notre to-do list, on va être beaucoup trop optimiste, et alors on se met dans une position où on ne peut qu'échouer. Et donc, face à nos tâches, on ressent de la culpabilité parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, et du coup, ça réduit notre estime de soi, et comme on a vu, on va avoir plus d'inconfort, alors plus d'anxiété, qui fait qu'on a plus de mal à s'y mettre. L'autre erreur dans la gestion du temps, c'est peut-être sous-estimer l'impact positif de routine. Donc vraiment avoir un rythme régulier dans nos activités, dans l'heure de manger, l'heure de travailler, parce que ces routines, mais en créant un rythme temporel dans nos journées, créent des habitudes. Et quand on est habitué, par exemple, à se mettre en route après avoir pris le petit-déj et à faire notre café, mais ça nous demande moins d'efforts, comme ruminer quand ruminer devient une habitude, on le fait de manière automatique. Donc je pense, je sais pas si j'ai les 3 erreurs de gestion du temps, mais ça nous fait déjà 2. Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc du coup, parce que la question que je me pose aussi, c'est, on a beaucoup parlé de la gestion de l'attention, forcément dans un autre épisode qu'on a sorti avec le TDAH. Pour être productif, il faut gérer il faut pouvoir amener son attention sur la tâche qu'on a besoin de faire, pour revenir un peu à la définition en tout cas que tu en as donnée. Et pour toi, qu'est-ce qui est plus compliqué, c'est de gérer son attention ou de gérer son temps, ou est-ce que gérer son temps permet de gérer son attention? Je pense, on en discutait un peu hors épisode, mais que effectivement gérer son temps, en tout cas avoir la capacité de gérer son temps est important. Mais par exemple ici, Emma, plutôt, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à se désengager son attention du fait de papoter avec nous? Mais c'est parce qu'elle savait qu'elle avait planifié quelque chose après, et que si elle ne commençait pas à travailler là-dessus, il y allait avoir des conséquences pour elle. Et donc, gérer notre temps, la gestion du temps, ça passe par la planification, ça passe par bloquer des choses dans notre calendrier, et ça crée un cadre en fait. Et dès qu'on a un cadre, après, ça devient beaucoup plus facile de gérer notre attention. Pareil, en parlant de cadre, il y a aussi tout ce qui est notifications de téléphone, etc. Il y a des applications qui nous permettent de bloquer les notifications de WhatsApp ou même de TikTok, Instagram, ou de bloquer l'accès à ces applications. Et pourquoi est-ce que c'est bien? Mais parce que ça nous donne un cadre. Ça nous permet de ne pas
devoir en fait diriger notre attention nous-mêmes et donc de plus facilement pouvoir orienter notre énergie sur la tâche devant nous. Parce que si on doit résister à des tentations de ne pas regarder son téléphone, ça devient très difficile. Si en plus de ça, tu rajoutes le fait que après une distraction, il faut environ 20 minutes pour se reconcentrer sur une tâche. Si toutes les 5 minutes, tu es distrait, il y a une notification qui capte ton attention, c'est normal que tu n'arrives pas à rentrer dans un état de flow où tu es concentré. Oui, tu arrives en négatif presque de temps de concentration. Et du coup, en parlant d'application, quand tu es venu il y a un an sur la chaîne, on t'a demandé un petit peu ce sur quoi tu allais te concentrer, étant donné que tu avais remis ta thèse, et tu nous avais parlé de cette idée d'application que tu avais. Là, maintenant, on est 1 an plus tard, tu as pas mal avancé dessus. Ça s'appelle Orakemu. Oui, c'est ça, Orakemu. À voir si je garderai ça risque encore de changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc ça vient de 2 mots maori, ora et kemu, qui veulent dire vie et jeu, parce que une des idées de départ, c'était de voir sa vie comme un jeu, dont on est l'héros, dont on est l'acteur principal, et d'utiliser la métaphore des jeux de rôle pour organiser sa vie. Et donc ça consiste en fait, dans un jeu vidéo, on peut jouer différents rôles. On peut être magicien, bûcheron, soldat, chevalier, etc. Et dans notre vie, c'est pareil. On va jouer différents rôles. Tu es entrepreneur, bientôt tu vas être, je sais pas si je peux dire, tu vas être papa. Peut-être tu es sportif, tu es un ami, tu es un membre d'une famille, tu es ton propre secrétaire de vie. Tu joues tous ces différents rôles. Et en fait, pour chaque rôle, on peut se dire, si c'était un rôle dans un jeu vidéo, comment est-ce qu'il gagnerait en niveau? Comment est-ce qu'il gagnerait des points d'expérience? Quels seraient un peu les monstres qui essaieraient de le tenter ou de le faire aller hors chemin? Et donc, sur l'application, on part de ce principe-là. Déjà, en fait, on va donner un cadre pour organiser sa vie à travers ces différents rôles. Et puis, il y aura tous les outils de productivité de base, les to-do, gestion de tâches, gestion d'habitudes. On parlait d'organiser, de collecter par exemple son calendrier pour la gestion du temps, mais aussi de chronométrer le temps qu'on passe sur certaines tâches. Donc ça, c'est donc l'organisation, tous ces outils de productivité, puis la planification. Donc, tout ça va être dans l'application. Oui, et c'est là que mon background en psychologie m'a inspiré en quelque sorte. C'est en thérapie. Parfois, il va falloir d'abord travailler la motivation au changement avant de résoudre les problèmes du patient ou du client. Sans motivation, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que sur mon application, ici c'est un peu le challenge aussi, parce que ça va demander un peu plus d'efforts de l'utilisateur. Ça demande un tutoriel un peu plus avancé, mais je veux aider l'utilisateur à définir ce qui est important pour lui. Alors, je ne vais pas lui dire tout de suite d'imaginer tous les rôles dans sa vie, mais par exemple, si tu devais essayer de penser aux 3 rôles les plus importants dans ta vie maintenant, sur lesquels tu veux passer plus de temps ou tu trouves que tu passes pas assez de temps, lesquels est-ce que ce serait? Et alors, l'application va t'aider à atteindre tes objectifs par rapport à ces rôles-là. Et par exemple, si je prends mon cas, ce serait, mais quand j'étais doctorant, c'était le fait d'être doctorant, le fait d'être quelqu'un de social, donc ami, famille, et par exemple sportif. Et en utilisant l'application, je pourrais peut-être voir que tout ce mois-ci, j'ai gagné que des points d'expérience, j'ai fait plein de tâches pour mon doctorat, j'ai passé plein de temps sur le doctorat, mais j'ai négligé mon rôle d'ami ou de sportif. Et avec ces données, on peut alors se dire, comment est-ce que je veux changer ça dans le futur, ou est-ce que je suis juste dans une saison où je dois beaucoup travailler et je reviendrai à ça plus tard? Ouais. Et donc, du coup, c'est une application qui se trouve sur téléphone. Comment est-ce qu'on peut trouver ton application? Elle est déjà en ligne aujourd'hui? Peut-être que quand le podcast sortira, elle sera disponible publiquement. Et donc là, elle sera disponible sur Android, sur iPhone, même sur PC, sur Mac et Windows. Et donc le but, c'est vraiment de l'avoir partout pour l'utiliser vraiment comme compagnon de vie. Parce que l'idée, c'est que mais comme quelqu'un qui va gérer son budget avec une application en mettant toutes les dépenses qu'il fait pour justement dépenser son argent de manière plus intentionnelle, le but d'utiliser une application de productivité, de gestion de temps, d'utiliser Orakemu, c'est de devenir plus intentionnel avec comment on utilise son énergie, son temps, là où on met son attention.
Ouais, et donc c'est pour ça qu'elles sont créer des budgets de temps. C'est ça. Ouais. Mais aussi se rendre compte, parce que c'est mon expérience personnelle, c'est quand, voilà, on dit toujours faites ce qui compte pour vous. Et il faut savoir pourquoi on fait les choses. Mais une fois et alors généralement on procrastine, par exemple sur le fait de faire du sport, ou on travaille trop et on néglige nos amis. Mais une fois qu'on fait du temps pour ce qui compte pour nous, on en retire directement les bénéfices. Et là, limite, on commence à avoir beaucoup moins besoin d'une application pour se mettre en route et de ça, parce qu'on est renforcé on crée de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes qui renforcent des comportements qui comptent pour nous. Oui, c'est ça. Tout est en fait, le but, c'est de petit à petit faciliter la tâche à te créer des habitudes. Oui, et ici, ce qui est important, c'est que c'est pas du tout l'application qui va te dire ce qui est important ou de quelle proportion de temps passer sur les choses. C'est vraiment l'utilisateur qui va lui-même décider ce qui est important pour lui. Et l'application est là juste pour aider, pour être en quelque sorte un assistant, puis aussi pour je sais pas comment on traduit ça en français, mais faire du journaling, donc vraiment un peu repenser en arrière, voir ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on veut planifier, ce qu'on veut faire dans le futur. Et qu'est-ce que tu veux du coup encore faire maintenant dans la suite de l'application? Mais donc là, l'application, elle va comprendre toutes les fonctionnalités de base d'outils de productivité, donc gérer ses tâches, des projets, des habitudes. On va pouvoir aussi connecter son calendrier. Et donc le but, c'est qu'on pourra gérer vraiment sa vie à 360 degrés dans l'application. Et l'idée, c'est que à terme, on puisse aussi connecter, par exemple, des montres connectées, de fitness, etc., dans l'application et par exemple aussi connecter qu'on passe sur nos écrans ou ce qu'on fait sur nos écrans à l'application pour qu'à terme, on ait besoin de moins passer de temps sur l'application, que certaines choses se fassent de manière automatique. Et là où le côté Sims va apparaître, c'est par exemple, c'est si tu as une montre connectée et que tu as comme objectif de faire 10 000 pas par jour. Si tu la connectes à l'application au Rakemu, une fois que tu auras fait tes 10 000 pas, tu recevras une notification, félicitations, plus 100 points d'expérience, vous avez atteint votre objectif de la journée. Et puis alors, après un mois, tu peux revenir sur tes objectifs, lesquels est-ce que tu as atteint, lesquels tu n'as pas atteint. C'est comme si tu avais une application de gestion de budget et qu'elle était connectée à ta banque automatiquement et que tu devais juste voir sur quoi tu passais ton argent et plus entrer manuellement toutes les dépenses. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de chance ici avec Orikamu. On mettra sûrement le lien en description pour ceux que ça intéresse. Mais Yorgo, je sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter ou si peut-être pour toi j'avais une chose à retenir sur la procrastination ou la productivité, ou comment passer de la procrastination à la productivité pour les personnes qui sentent qu'ils ont un problème avec la procrastination. Toi qui es beaucoup passé par là, quelle est la chose à retenir que tu auras envie de dire? J'en dirais peut-être deux. En tout cas, la première chose à retenir, c'est que il ne faut pas avoir envie de faire une activité pour pouvoir la faire. La motivation à agir n'est ni nécessaire ni suffisante pour agir. Et donc, il faut pratiquer le fait de dissocier comment on se sent et comment on agit. Et alors, l'autre chose, c'est aussi, je dirais, parce que ça peut être un peu dur de pratiquer ça, de se rendre compte que il faut pas suivre nos envies. Malheureusement, c'est la réalité des choses, mais aussi avoir de l'autocompassion. Se dire en fait que c'est très humain de ne pas vouloir faire une tâche aversive qui suscite des émotions négatives. C'est une expérience qu'on a tous. Il faut se montrer de la compassion. Il faut pas se blâmer, se culpabiliser. Il faut juste essayer de trouver des stratégies pour passer outre. Pratiquer le fait de commencer 5 minutes ou alors chercher de l'aide, travailler avec un psychologue qui, c'est son boulot aussi, peut-être qu'on n'y pense pas toujours, mais un psychologue va nous aider à gérer nos émotions, qui sont une des sources de la procrastination, qui va nous donner des outils, qui va travailler sur notre motivation. Donc voilà, ça c'est les deux choses. Dissocier notre état de nos actions et avoir de la compassion pour nous-mêmes. Parfait. Merci Yorgo en tout cas. Merci d'être venu sur la chaîne. Merci à tous ceux qui... à toi. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes que vous pensez peut-être procrastinent un peu trop. N'hésitez pas à liker aussi l'épisode, à vous abonner à la chaîne. Et on vous retrouve ensuite pour un prochain épisode. À bientôt. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien